Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de me recevoir ce soir. J'ai une petite différence avec vous, c'est que j'ai une vision de ma vie d'entrepreneur qui est plutôt tourneuse sur le passé. Une partie, c'est pas fini, on verra pourquoi. Mais du coup, c'est facile de venir, d'être posé sur cette scène, de raconter un petit peu un parcours quand j'imagine que vous ne savez pas encore si vous avez vraiment l'âme d'un entrepreneur, vous ne savez pas encore où vont conduire vos études, et vous vous posez beaucoup de questions. Donc l'idée, c'est surtout pas d'être donneur de leçons, surtout pas d'expliquer que ce que j'ai fait est génial, incroyable, etc. C'est tout à fait dans la moyenne, et on ne se compare pas à la Silicon Valley. Pourtant, j'ai l'impression d'être entrepreneur depuis 25 ans, et vous allez voir qu'au tout départ, ce n'était pas totalement gagné. Et oui, sur les bancs d'école, j'étais pas un élève extrêmement attentif, j'étais même plutôt en train de regarder dehors. Et à 16 ans, à la fin de l'année, le directeur de l'école a mis un coup de tampon sur mon carnet de notes en disant « cancre incurable ». Il avait peut-être en partie raison, mais du coup, quand on commence la vie comme ça, à 16 ans, on se dit « waouh, qu'est-ce que je vais faire ?» La chance qu'on avait, c'est que dans ces années-là, dans les années 80, il y avait encore le service militaire. Le service militaire, ça a été un terrain d'expression, parce que du coup, je suis parti à l'armée. Et à l'armée, je me suis dit, mais en fait, je ne vais pas juste balayer la cour, etc. J'ai envie de faire des trucs. Et m'est venue un peu une vocation qui était de me dire, mais bon, ça a l'air sympa, les gens se battent, on va dans des territoires un peu pourris, ça sent un peu l'aventure, etc. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Pas nécessairement aller tirer sur les gens, mais peut-être trouver un job là-dedans, etc. Et le truc qui me faisait triper à l'époque, c'était de me dire, et si je devenais journaliste correspondant de guerre ? Waouh, ce serait génial. Et donc du coup, quand j'ai signé pour rentrer à l'armée, j'ai tout de suite dit, ok, moi je suis volontaire pour partir au Tchad, ça m'éclate, etc. Et puis, première rafale dans les sacs, caché derrière mon truc, je me suis dit, bon, je me sens comment déjà ? Et en fait, finalement, je me suis dit, en fait, je me sens bien, quoi. C'est un peu insane, mais je me sentais bien, et ce chaos général était un environnement qui me plaisait, et qui peut-être commençait à définir la zone d'intérêt que j'allais avoir. Du coup, je suis retourné à l'école, en fait, même si on m'avait dit cancre. Là, j'avais un but. J'ai été refaire des études de journalisme, journaliste reporter d'image, pour faire ce job. Et puis, l'actualité voulant, en 94, il y a eu la guerre du Rwanda, et avec mon père, mon père travaillait dans le transport aérien, on a décidé de créer une boîte. Donc j'avais 25 ans, c'était ma première boîte. Et le principe de cette boîte, c'était de gérer pour l'armée, qui ne pouvait pas nécessairement transporter les militaires, les projeter sur différents endroits, trouver le moyen d'affréter des gros avions. Et en fait, le problème de la France, c'est qu'ils n'avaient pas de gros porteurs, et donc il fallait faire appel soit aux Américains, qui en profitaient pour aller coloniser l'Afrique, soit les Russes, dont l'armée était partie à volo, et qui avaient distribué des appareils, des gros porteurs aux généraux, et qui du coup avaient tout un tas de capacités de transport pour pouvoir répondre à la problématique de la France. Et donc on s'est retrouvés avec mon père, moi sur place, du fait de mon background de militaire, à faire l'interface entre l'armée, les besoins sur plein d'opérations. Et donc pendant 2 ans de correspondant de guerre, en fait, j'étais sur des théâtres de guerre, pas du tout en train de faire du journalisme, en train d'opérer des transports aériens pour les militaires et pour l'armée française, en faisant un paquet d'opérations, en étant à plein d'endroits où c'était un peu la merde. C'était le chaos, et à nouveau, là, dans le chaos, en fait, je tirais mon épingle du jeu, et finalement, j'étais efficace. Pas nécessairement un cancre, mais plutôt efficace sur des choses qui étaient impactantes. Et puis en fait, en revenant, j'étais un peu payé pour passer du temps. Et en 95, c'était le tout début d'Internet. C'était ARPANET, créé aux US et organisé par le CERN. Je ne sais pas si vous connaissez l'historique, mais pour mettre en réseau les universités américaines, et notamment en cas d'attaque nucléaire, permettre au réseau de continuer à exister, même si un des plots disparaissait. Et c'était le tout début. En France, on se connectait avec un modem 2008, 28.8, 14.4, 28.8, etc. Ça prenait un temps infini, c'était dingue. Mais du coup, j'étais payé pour pouvoir partir n'importe quand, et le seul truc que je pouvais faire, c'était en restant chez moi, c'était me connecter à Internet. Donc j'ai découvert Internet, convaincu un de mes amis de monter une boîte qui est devenue Travel Price, qui était la première agence de voyage pure player française.
On a commencé à 2, à bricoler dans un petit bureau, on a fini à 350 dans 7 pays, et on a vendu la boîte à Last Minute en 2002, ce qui faisait de moi un jeune con multimillionnaire de 30 ans, qui du coup avait plein de leçons à donner à plein de gens, plein d'argent, et puis en fait finalement un truc pas très intéressant, parce que c'était pas une finalité très intéressante. Heureusement, d'autres événements qui sont arrivés par la suite ont corrigé la situation et ont fait que j'avais payé par où j'avais pêché, et du coup, je suis repris un petit peu d'humilité. J'espère ne pas être trop arrogant, et si je le suis, tweeter. Alors, j'ai pas mon compte Twitter, mais alors criez et insultez-moi si je le deviens, mais a priori, c'est quelque chose que je ne devrais pas faire. En 2002, donc j'avais plein de pognon, je savais plus quoi faire, je m'emmerdais un peu, j'avais envie de trucs qui généraient de l'adrénaline, donc je me suis dit, je vais redevenir photographe de sport extrême, parce que c'est la paix, mais il se passe des trucs où il y a du risque, donc ça va être sympa, je vais pouvoir m'éclater, ça doit être un peu le bordel, et ça va être génial. Donc j'ai monté une agence de presse qui faisait des photos sur les sports extrêmes, la chute libre, évidemment je m'y suis mis, sur le base jump, et on vendait un peu des photos de base jump à des magazines. J'ai produit quelques documentaires télé qui sont passés, notamment sur des sauts des tours Petronas, etc. Ça, c'est à Kuala Lumpur, tour Petronas. On a produit des documentaires sur M6, on a produit des documentaires sur France TV. Ça, c'est toujours Kuala Lumpur. Et puis là, j'étais à l'apogée, c'est-à-dire j'avais fait la première de couve de New Look, j'étais dans les trucs de parachutisme, les trucs hyper pointus, sur des photos de base jump, j'étais devenu le photographe de base jump mondial, c'est-à-dire qu'on m'invitait dans des événements de base jump pour faire les photos, et mes photos étaient vachement diffusées, donc en 2004, et je fais la meilleure série de photos. Et je vends mes photos à VSD, à l'époque 50 000 francs, une fortune. Et je me dis, putain, c'est génial, ça y est, ma carrière de journaliste, reporter, photographe de sport extrême est lancée, c'est un truc de dingue. Et alors, il s'est passé des choses beaucoup plus graves que ce qui m'est arrivé, donc je remets les choses à l'échelle. Et en fait, c'était en septembre 2001, et en septembre 2001, on publiait dans VSD ces photos, déjà une photo super choc de gens qui sautaient des tours jumelles de Kuala Lumpur, et c'est sorti dans le même numéro que le 11 septembre 2001, puisque le numéro est sorti 3 jours après. Les pages étaient montées, VSD n'a pas pu les retirer, et ils se sont fait démonter d'avoir publié ça, où des gens s'amusaient à Kuala Lumpur, en parallèle des gens qui sautaient des tours. 8% des occupants des tours jumelles de New York ont sauté. Donc voilà, événement important, très au-delà de moi, mais du coup, ce jour-là, ma carrière de photographe s'est interrompue. Je me suis dit qu'il y avait un signe suffisant pour me dire que j'allais peut-être faire autre chose. Je me suis relancé dans le travel. Alors, il y a Jean-Marie, qui est un ancien d'EcoTour, un Nantais maintenant, qui à l'époque il était parisien, qui a bossé avec nous. Et donc j'ai remonté une agence en ligne, c'était un peu facile. On faisait beaucoup d'innovation, on a sorti pas mal d'innovations et pas mal de disruptions sur la distribution des voyages automatisés, etc. Ça marche pas mal. On a piqué pas mal de parts de marché, on a fait 50 millions d'euros, on était une trentaine de personnes. C'était une belle histoire, j'ai vendu à Holiday Check en 2012. Et puis, le marché s'est pété la gueule à la suite de la crise du bassin méditerranéen. On a dû passer par le tribunal de commerce. Vous verrez, hein, la vie d'entrepreneur, c'est pas toujours fun. On n'est pas toujours au devant de la scène. On gagne pas toujours des millions d'euros. Parfois, il y a tout un tas d'autres moments ultra dark. Hein, et il faut faire avec. Et donc ça, c'était un selfie, mais un selfie d'un moment assez important, assez marquant de ma vie, où pour réussir à sauver les salariés et la boîte, j'ai dû passer par le tribunal de commerce. Et donc je suis avec mon DAF de l'époque. On a un sourire, mais ça doit être le seul sur les 6 derniers mois. Et on a enfin libéré, parce qu'on a réussi à vendre, à céder EcoTour à Last Minute, qui est le géant de la distribution. Et donc ça, c'est en 2014. Et 2014 s'ensuit une petite remise en question. Parce que les 10 dernières années, je m'étais construit, je m'étais associé, j'avais personnalisé ma marque, je passais à la télé, parce que la photo qu'on a vue, c'était la photo de la pub télé, qu'on avait largement diffusée sur la télé, etc. Et en fait, j'avais beaucoup associé ma marque, ma vie d'entrepreneur, à moi, à ce que je suis. J'avais pas vraiment décorrélé les deux. Et donc du coup, quand ma boîte a pris du plomb dans l'aile, en fait, moi aussi, j'ai pris du plomb dans l'aile. Et donc là, du coup, j'ai eu un gros retour de kick, tellement fort
que des événements que j'avais pu vivre dans ces périodes chaotiques des théâtres de guerre, en fait, ont un peu fait leur réapparition, qu'on appelle le syndrome post-traumatique. Et du coup, ça appuyait bien sur mon état général. Heureusement, par l'environnement qui a changé, par tout un tas de choses, en fait, je me suis justement intéressé à la psychologie humaine, à ce qui se passe. Je me suis intéressé aux neurosciences. Je me suis intéressé du coup à pas mal de choses qui étaient en train de se passer aux États-Unis sur l'utilisation de la data science appliquée à des mesures neurophysiologiques, à des boîtes qui commençaient à fabriquer des petits dispositifs d'électroencéphalographies qui sont grand public, qui valent $300, mais qui permettent de mesurer l'activité cérébrale en phase de méditation pour permettre de faire de la méditation augmentée. Je me suis intéressé aux techniques de méditation, à différentes techniques, un petit peu ce qui se passait les 20 ou 30 dernières années dans la médecine, et en particulier l'arrivée de l'hypnose au sein du bloc, et l'effet que ça avait pu avoir, l'impact que ça avait eu au début. C'est arrivé en France dans les années 80, hein, c'est Buffo qui est un des premiers chirurgiens et anesthésistes à avoir porté ça au bloc. Et en fait, à l'époque, les médecins le traitaient de fou, etc. Et tout ça, ça m'a intéressé. Je me suis aussi intéressé à l'innovation exponentielle. L'innovation exponentielle, beaucoup d'entre vous sont étudiants, en fait, c'est cette accélération. On est sorti le siècle dernier d'une innovation qui était parfaitement linéaire, d'accord, qui était basée sur l'industrie. Et l'industrie, on pouvait améliorer la puissance d'une locomotive, mais grosso modo, son amélioration était linéaire par rapport à la période de mesure précédente. Et du coup, on avait une prévision de ce qui se passait qui était assez tranquille. Avec l'arrivée de l'ère de l'informatique, en fait, est arrivé l'information, le traitement de l'information, la puissance de calcul, l'évolution des méthodologies, et puis l'impact que ça a sur les modèles, avec des modèles qui ont complètement disrupté en quelques années des industries, comme Airbnb, comme Uber, etc. Et qui ont eu des impacts qui n'étaient pas prévisibles avant, parce que l'innovation n'est pas linéaire. Donc, si on observe les 5 dernières années, les 5 années qui ont précédé l'arrivée de Uber, aucun élément, rien, ne nous permettait d'imaginer ce qu'allait se passer, l'impact que ça allait avoir. Et donc, dans cette perspective, je me suis dit, ok, waouh, les choses vont changer, donc il faut se remettre en question, il faut se remettre en question sérieusement, rapidement. Parce que ce qui s'est passé les 5 ou les 10 dernières années dans ma vie d'entrepreneur ne va pas se reproduire. Donc déjà, exit le travel, exit beaucoup de métiers que je connaissais. Et du coup, je me suis forcé à me poser la question de me dire, mais en fait, okay, si le monde va changer aussi vite dans les années qui viennent, mais en fait, quelles sont mes aptitudes en tant qu'entrepreneur? Sur quoi je pourrais me baser? Pas sur mes connaissances, pas sur mon expertise du métier du travel, mais sur mes capacités. C'est quoi mes capacités, en fait? C'est quoi? Moi, je suis quoi? En fait, ok, je sais gérer un gros bordel, je sais gérer le chaos, donc je suis un problem solver assez rapide, je suis plutôt imaginatif, résilient, assez couillu, je sais, le terme est un peu misogyne, mais assez couillu, etc. Et voilà ce sur quoi je peux compter. Mais finalement, le territoire sur lequel je vais exprimer mes talents d'entrepreneur futur, c'est quoi? Et là, en fait, en posant ces questions, il y avait justement tout ce que j'avais découvert sur... Enfin, découvert, j'ai rien découvert, mais tout ce que j'avais observé et appris sur la psychologie la psychologie et sur les neurosciences, qui me mettaient surtout pas dans la situation d'être un expert, parce que moi, j'y connais rien. Je comprends ce qui se passe, je comprends ce que ça peut donner dans le futur si on répond à plein d'hypothèses. Ça, c'est mon job. Et en revanche, j'ai une capacité à fédérer. Et du coup, je me suis projeté en disant, OK, et si ma prochaine boîte, plutôt que de laisser les Américains tout faire, c'était de dire, on va chercher à comprendre, grâce à la collecte de données neurophysiologiques, on va chercher à travailler sur ces données qu'on va collecter, on va essayer de voir comment on pourrait les collecter de manière intelligente, en tout cas améliorer. La manière à améliorer, ce serait par exemple d'utiliser la réalité virtuelle pour stimuler des états variés, et quand on collecte des informations sur des sujets, collecter des informations riches, flaguées, labellisées, qui nous permettent de les enrichir et d'avoir des approches de deep learning dessus. Parce que ce que j'aimerais faire, c'est me rappeler que quand j'étais dans une situation douloureuse, si quelqu'un était venu me voir à l'époque en me disant ouais mais Guillaume, là tu es dans un état de nerfs, de stress, etc. monstrueux, tu sais, tous les matins quand tu démarres la journée, tu devrais t'asseoir dans ton bureau en tailleur,
prendre des grandes inspirations, méditer pendant 5 minutes, fais ça tous les jours, tu vas voir, ça va être génial. Sauf qu'on m'a dit ça à l'époque, j'ai dit, ok, cool, merci, déjà ma journée est comme ça, j'ai des responsabilités comme ça, et j'ai pas du tout le temps de prendre tes 5 minutes. En plus, tu me dis que ça va être bon pour moi, mais c'est ta propre approche, qui le dit, qui l'écrit. Voilà. Et la question qu'on pose chez OpenMind, enfin qu'on va chercher à poser, c'est justement se dire, si on comprend mieux l'individu, si on comprend mieux comment il fonctionne, si on comprend mieux, en l'exposant à plein de techniques, qu'est-ce qui peut l'aider, qu'est-ce qui peut lui faire du bien dans des techniques ancestrales, et qu'on est capable de le mesurer, de l'observer grâce à la data science. Alors ce qui nous intéresse dans le temps, c'est d'observer, mesurer, comprendre l'évolution des émotions, observer, mesurer, comprendre l'état des états cognitifs dans le temps pour un sujet, pour être capable d'aider les gens à changer avec une approche rationnelle, en les connectant à des choses qui vont être utiles. Et comment on commence? On peut commencer avec des gens qui sont en état non pathologique, donc c'est moins grave. On n'est pas obligé de passer par des régulateurs, par tout un tas de commissions qui vont cadrer précisément les données qu'on peut collecter. On peut faire des consentements. Et du coup, on peut commencer à apprendre. On peut commencer à générer un business model, on peut commencer à explorer. Et puis, la définition ou la frontière entre un état sain et un état pathologique, en psychopathologie, est définie par une Bible qui vient de l'industrie pharmaceutique. Donc peut-être, on peut un peu emplâtrer un peu cette école et se dire que justement, avec une approche de data science, ce serait intéressant de réobserver une population plus large, de voir comment les gens évoluent, de voir qu'est-ce qui peut leur faire du bien, et de voir justement comment on pourrait régler ce gros problème de 90% des actifs français font face à un stress au travail. 25% des actifs français font face à un stress intense au travail. Je ne suis pas capable de le dire, je ne suis pas médecin, mais le lien entre un état de stress continu dans sa vie, et on sait combien de temps on passe au travail, et l'impact que ça peut avoir sur la santé est super important. Donc ça, c'est notre mission chez OpenMind. Et en fait, comment j'ai fait en tant qu'entrepreneur? J'ai commencé à essayer de vendre mon projet. J'ai ensuite levé des fonds, réuni une équipe avec des PhD, avec des psychologues, parce que je ne le suis pas. On a commencé à travailler, on a commencé à faire un premier MVP qui est une cabine qui permet de prendre ces mesures en plongeant nos sujets en réalité virtuelle, collecter des données. On a une base de 600 sujets avec des données qui sont assez riches. On est soutenu par des laboratoires de recherche, on est soutenu par différents laboratoires de recherche spécialisés en psychologie, en neurosciences, pour des applications, pour commencer à faire des publications d'applications dans le domaine de la santé. Donc c'est ce qu'on prépare, ce qu'on commence à faire. On travaille avec l'armée, parce qu'il y a également un gros sujet qui est connexe au stress, qui est le syndrome post-traumatique. Et vous vous rappelez, moi ça m'a réveillé des syndromes post-traumatiques, donc je boucle une boucle de plus en ayant potentiellement ces projets, ces applications. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça vous inspire. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai l'impression d'être un peu pressé par le temps pour ne pas pouvoir trop poser un peu les patterns de comment on fait pour se redéfinir, se réinventer, etc. Ce que je voudrais juste dire, c'est que vous allez apprendre des choses, vous allez peut-être avoir des échecs, c'est juste le début de la vie, on s'en fout. Le plus important, c'est de penser à vous reconnecter à vous-même, à ce que vous êtes vraiment. Surtout, restez vous-même, parce que vous verrez que sur la longue durée, plus on est proche de ce qu'on est, plus on est droit et on est efficace, plus on s'en détache et on essaye de répondre à des modèles qui ne sont pas soi. Moins on l'est et plus on est générateur de stress. Donc voilà, soyez vous-même, ayez confiance en vous, ayez en tête cette idée que c'est vous qui écrivez le code de votre kernel. Le kernel, c'est le système d'opération de votre cerveau. Le cerveau fonctionne comme ça. La plasticité cérébrale est monstrueuse. Chaque nuit, vos connexions neuronales se réorganisent en fonction de vos sollicitations. Et s'il n'y a pas de limite, aujourd'hui, la remédiation cognitive est démontrée comme intervenant également chez les personnes âgées. Donc il y a un énorme potentiel, ça ne s'arrête jamais. Croyez en vous, soyez vous-même et éclatez-vous. Et si vous éclatez, il y a des chances que vous réussissiez. Voilà, merci.